Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, donc, plusieurs royaumes barbares se sont établis sur les anciens territoires de l'Empire. Alors ce ne sont pas de simples entités éphémères qui ont été créées par des conquêtes militaires, mais des structures politiques complexes mêlant héritage germanique et romain. Ils ont joué donc un rôle fondamental, je le disais, dans la formation de l'Europe médiévale, tant par leurs institutions que par leurs interactions avec l'Église et les populations locales. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se penche plus en détail maintenant sur trois des royaumes les plus influents, celui des Francs, bien sûr, celui des Visigoths et celui des Ostrogoths. Alors on va commencer par celui qu'on connaît le mieux, bien sûr. Pour nous, en tout cas, le royaume des Francs, sous la conduite de Clovis, c'est probablement l'un des plus célèbres, bien sûr, de cette époque. Les Francs, peuple germanique, installé au nord de la Gaule, avaient déjà des contacts avec l'Empire romain. Ils servaient parfois comme mercenaires au service des empereurs romains. Malgré tout, c'est sous Clovis que leur influence prend véritablement une ampleur qu'on va dire considérable. Monté sur le trône vers 481, Clovis va, en moins de 3 décennies, unifier la Gaule et poser les bases du royaume qui va devenir, beaucoup plus tard, la France. Clovis est connu pour ses conquêtes militaires, c'est vrai, mais son acte politique, j'en ai parlé tout à l'heure, le plus important, c'est sans doute sa conversion au christianisme catholique. En 496, j'insiste sur le catholique bien sûr, en 496, après sa victoire contre les Alamans à la bataille de Tolbiac, Clovis, encouragé par sa femme Clotilde, se convertit au christianisme catholique, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire des Francs. Je ne reviens pas sur le baptême, etc. En adoptant la foi catholique, en fait, Clovis se différencie des autres rois barbares de l'époque, dont beaucoup étaient ariens. Et oui, c'est ça la différence. Christianisme arien ou christianisme catholique, c'est pas tout à fait la même chose. L'arianisme, c'est une forme de christianisme jugé hérétique par l'Église catholique. Ça lui permet d'obtenir le soutien de l'Église et de ses représentants, c'est-à-dire les évêques, devenus des acteurs clés de la vie politique dans les territoires romains en déclin. Et la conversion de Clovis a en fait des répercussions profondes. D'abord, elle assure l'alliance des Francs avec l'Église. Elle permet à Clovis de se présenter comme le défenseur de la foi catholique en Occident. À une époque où l'autorité romaine s'est effondrée, en gros, il n'y a plus personne, si vous voulez, le soutien de l'Église devient un facteur de légitimité essentiel pour les rois barbares qui cherchent à stabiliser leur pouvoir sur des territoires vastes et hétérogènes. Sur le plan militaire, Clovis continue d'étendre son royaume par la guerre. Après avoir battu les Alamans, il va s'attaquer aux Visigoths lors de la bataille de Vouillé en 507, où il remporte une victoire décisive et il annexe une grande partie de la Gaule méridionale. Ce succès permet aux Francs de devenir la puissance dominante en Gaule, supplantant les autres royaumes barbares, Clovis étend comme ça son royaume de la Loire jusqu'aux Pyrénées et des frontières orientales jusqu'à la mer du Nord. C'est important parce que, en fait, c'est à l'appel des évêques qu'il a fait ça. Vous voyez que tout est lié, bien entendu. Les évêques lui faisant miroiter le trésor des Visigoths à Toulouse. C'est pour ça qu'il a foncé directement sur Toulouse. Il aurait pu aller tout à fait ailleurs. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Clovis n'est pas seulement un conquérant. C'est aussi, et ça c'est très important, un législateur. Il met en place ce qu'on appelle la loi salique. Je vous rappelle qu'il vient des Francs saliens. La loi salique, c'est un code juridique qui va mélanger les coutumes germaniques avec des éléments du droit romain. Eh bien ce texte, destiné aux Francs, traite de tous les aspects de la vie quotidienne, du droit de succession à la répartition des terres, en passant par la résolution des conflits. Et la loi salique aura, vous le savez certainement, une influence durable dans l'histoire de la France, même au-delà, puisqu'elle sera invoquée des siècles plus tard pour justifier certaines successions royales. J'aurai l'occasion d'y revenir plusieurs fois. C'est vrai qu'on n'a jamais fait d'émission sur la guerre de 100 ans, il serait peut-être temps de le faire. À la mort de Clovis en 511, son royaume est divisé entre ses 4 fils selon la tradition franque de partage de l'héritage. Cette division va conduire à des conflits internes évidemment, mais la dynastie mérovingienne qu'il va fonder va perdurer pendant plus de 2 siècles et va façonner durablement la Gaule et l'Europe occidentale. Le modèle de pouvoir des Francs, qui allie conquête militaire, alliance religieuse et administration basée sur le droit, va tout simplement servir de base pour les futurs royaumes médiévaux, qu'ils soient mérovingiens, carolingiens et les suivants.
Alors, on va dire maintenant au royaume wisigoth. Le royaume wisigoth, c'est une fusion de culture et d'héritage. Ça, c'est important à comprendre. Ce royaume a été fondé sur les ruines de l'Empire romain, comme les autres, et c'est l'un des royaumes barbares les plus influents de l'Occident. On ne le connaît pas assez, on ne le connaît pas suffisamment, on n'en parle pas suffisamment. Son histoire est marquée par une série d'événements et de décisions qui ont permis aux Wisigoths de s'établir solidement en Gaule et ensuite en péninsule ibérique, tout en créant une culture unique qui mêle des éléments romains et germaniques. Après le pillage de Rome en 410 par Alaric Ier, les Wisigoths cherchent donc, j'en ai parlé tout à l'heure, un territoire pour s'établir de manière permanente. Ils s'installent dans la région aquitaine, une province romaine située dans le sud-ouest de la Gaule. L'Aquitaine de l'époque n'est pas l'Aquitaine d'aujourd'hui, c'est très grand, c'est encore plus grand. En 418, vous avez un traité qui est signé entre les Wisigoths et l'Empire romain qui leur accorde des terres en échange de leur protection des frontières contre d'autres invasions barbares. Ça marque tout simplement le début de leur installation officielle en tant que fédérés de l'Empire. Ça, c'est le système romain, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, fédérer des royaumes ou fédérer des populations grâce à un traité qu'on appelle un foedus, fédération, foedus. Donc on leur permet, on leur donne des terres et en échange, ils défendent ces terres contre ceux qui viendront ensuite. Mais petit à petit, vous avez compris que comme ceux qui viennent ensuite parlent à peu près la même langue, ou en tout cas sur à peu près du même univers, vous imaginez bien qu'après, ils vont ouvrir les portes. Donc voilà, enfin, je ne rentre pas trop dans ces détails-là, ce n'est pas le sujet. Le royaume wisigoth en Gaule, avec Toulouse donc comme capitale, représente un compromis entre les traditions gothiques et les structures administratives romaines. Je fais une parenthèse pour les passionnés de complots, pour les passionnés de trésors, etc. Vous savez que les Romains ont pillé le trésor du temple à Jérusalem, l'ont ramené à Rome, et quand les Wisigoths d'Alaric sont allés à Rome, ils ont pillé le trésor romain, et une partie du trésor du temple est donc repartie vers Toulouse, et notamment dans ce trésor, il y aurait le Graal, par exemple, dont la dernière position connue, c'est les Pyrénées. Donc c'est intéressant pour ceux qui aiment ce genre d'histoire, les histoires de trésors et autres. Bref, je disais que les Wisigoths doivent donc à ce moment-là naviguer entre la nécessité de maintenir leur identité culturelle et puis les exigences de l'administration romaine qui est toujours existante. Et ce royaume est caractérisé en fait par une coexistence entre les Wisigoths et la population gallo-romaine. Les élites locales, en grande partie romaines, continuent de jouer un rôle essentiel dans l'administration des villes et des campagnes, ce qui va permettre en fait une intégration pacifique et puis finalement une certaine stabilité dans le royaume. Sous le règne d'Euric, 466-484 environ, le royaume wisigoth connaît une période d'expansion et de consolidation. Euric, qui rompt justement avec l'Empire romain, se proclame roi indépendant et il lance une série de campagnes militaires pour étendre son territoire et grâce à ses victoires militaires, donc il parvient à annexer de vastes régions de la Gaule méridionale, y compris des provinces importantes comme l'Aquitaine, j'en parlais tout à l'heure, donc ils vont l'acquérir directement, et surtout la Narbonnaise. Et la Narbonnaise, vous savez, c'est la première provincia, la première province romaine en Gaule, historiquement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est celle qui contient la route, la voie romaine, donc qui va d'Italie jusqu'en Espagne. C'est donc capital, vous avez bien compris. Et une des réalisations majeures d'Euric, c'est la création de ce qu'on appelle le Code d'Euric, un recueil de lois qui mélange des éléments de droit romain et des traditions juridiques germaniques. Ce code joue un rôle crucial dans l'organisation de la vie quotidienne au sein du royaume. Et ça régit un peu tout, si vous voulez. Des conflits familiaux à la propriété des terres, oui, exactement comme ce qu'a fait Clovis finalement. Il garantit, alors il le fait avant, il garantit un cadre juridique stable pour les Wisigoths et les Gallo-Romains, facilitant l'administration du royaume. Le Code d'Euric, c'est une étape importante dans le développement des systèmes juridiques médiévaux et ça pose les bases des futurs codes de loi en Europe, tout simplement. Sous Euric, les Wisigoths cherchent aussi
à établir des relations diplomatiques avec d'autres peuples et des royaumes voisins. Ils vont entrer en conflit avec les Francs, qui sous le règne de Clovis cherchent justement à unifier les tribus franques. La bataille de Vouillé en 507, où Clovis va battre les Visigoths, marque un tournant, bien entendu, dans l'histoire de la Gaule. Cette défaite oblige les Visigoths à se retirer de Gaule. Ils vont aller en Espagne, ils vont rester en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées, mettant un terme à leur domination en Gaule et posant les bases de leur futur royaume ibérique. Après leur défaite, donc ils se replient et ils établissent un royaume qui se consolide en fait assez rapidement. À partir de Tolède, qui devient leur capitale, ils transforment la région en un centre de pouvoir important. Ce royaume wisigoth en Espagne connaît une période de prospérité mêlant les traditions romaines avec celles des Goths, encore une fois. Sous le règne de Léovigild, 568-586 pour vous poser les bases, le royaume atteint alors son apogée. Léovigild centralise le pouvoir et cherche à unifier les différentes factions au sein de son royaume. Il impose une politique d'intégration, favorisant les mariages entre les nobles wisigoths et les élites romaines, ce qui renforce en fait les liens entre les deux groupes. Sa politique expansionniste permet aussi d'étendre le royaume, de soumettre des populations qui ne sont pas encore sous son contrôle. Ça inclut la conquête des territoires de la péninsule ibérique, consolidant le pouvoir global. Son règne est également marqué par un développement culturel très significatif. La langue latine continue à être utilisée dans l'administration, le christianisme sous sa forme arienne est la religion dominante, j'y reviendrai tout à l'heure, mais malgré tout, Léovigild doit faire face à des tensions internes, notamment entre les Visigoths arianistes et les populations romaines catholiques. Et cette situation crée des conflits qui mettent à l'épreuve l'unité du royaume. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.